Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série du podcast Je découvre le monde du meublé. Après des mois de débats et de rebondissements, le dispositif Jeanbrun a été acté dans sa version finale il y a quelques semaines. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Comment fonctionne-t-il? Quels sont les points à surveiller? Et bien évidemment, comment se place ce dispositif par rapport à la location meublée? Nous répondons à toutes ces questions dans cet épisode. Commençons par nous intéresser aux 4 grandes conditions que doivent remplir les loueurs qui souhaitent investir dans le cadre du dispositif Jeanbrun. La première est celle d'un achat réalisé dans le neuf, puisque le dispositif Jeanbrun vise notamment à dynamiser le secteur de la construction. Le secteur de l'ancien n'est certes pas totalement exclu du dispositif, mais le coût d'entrée est important, puisque la version finale du texte impose, pour un bien ancien, la réalisation de travaux qui doivent représenter pas moins de 30% de la valeur du bien et satisfaire les critères d'une réhabilitation lourde, en améliorant notamment considérablement la note de performance énergétique du logement. Investir dans l'ancien et bénéficier du dispositif Jeanbrun demandera donc à la fois d'être en mesure de réaliser financièrement les travaux, mais aussi d'atteindre les objectifs fixés par la loi en termes de résultats, ce qui demande donc une vigilance accrue en cas d'investissement dans l'ancien. De plus, il est important de noter que seuls les investissements réalisés dans des bâtiments d'habitation collectif sont éligibles au dispositif. Deuxième contrainte, celle de la période pendant laquelle l'achat doit être réalisé, puisque le dispositif Jeanbrun, qualifié d'expérimental, se limite aux biens acquis, qu'ils soient construits ou en état futur d'achèvement, ou dont le permis de construire a été déposé entre la date d'entrée en vigueur de la loi de finances 2026 et le 31 décembre 2028. Troisième condition, et non des moindres, celle d'un engagement de location de 9 ans de la part du bailleur, engagement irrévocable sous peine de voir l'avantage fiscal remis en cause pour la durée de l'activité. Et enfin, la location du logement ne pourra être consentie que dans le respect des plafonds de loyer intermédiaire social ou très social fixés par l'ANAH. Ces plafonds dépendent notamment de la zone géographique dans laquelle se situe le bien, soit la zone A bis, A, B1, B2 ou C. Cet élément devrait être particulièrement surveillé par les investisseurs, car il aura un impact important sur la rentabilité du bien, d'autant que le fossé est particulièrement important puisque les plafonds de loyer vont de 19,71 € au mètre carré pour un loyer intermédiaire en zone A bis à 6,81 € au mètre carré pour un loyer très social en zone C. Ces 4 conditions posées par le dispositif Jeanbrun soulignent donc d'ores et déjà un fossé important entre l'accès à l'amortissement prévu par ce dispositif et ce dont il est possible de bénéficier au statut LMNP dans le cadre du régime réel. En effet, au régime réel en location meublée, l'amortissement est accessible à tous les biens, neufs comme anciens, sans condition de loyer et sans engagement de location. Cette dernière précision est particulièrement importante puisque l'attrait de la location meublée n'est pas uniquement fiscal, mais aussi en termes de flexibilité. En meublé, il est possible de louer en longue durée, mais aussi une résidence secondaire tout en conservant la jouissance du bien une partie de l'année, en recourant à des baux à durée déterminée comme les baux étudiants, mobilité ou encore saisonniers. Alors que la location vide ne permet pas une telle flexibilité, et encore moins avec le dispositif Jeanbrun. D'autant que ce dispositif interdit la location à un membre de la famille, alors qu'en meublé, il est toujours possible de mettre un bien en location, tout en conservant la possibilité d'y loger ensuite un proche, comme un enfant devenu étudiant, avec une fenêtre de tir bien plus régulière pour récupérer son bien. Passons maintenant à l'enjeu fiscal du dispositif Jeanbrun. Celui-ci permet donc l'accès à l'amortissement, sous réserve des conditions que nous venons d'évoquer, mais cet amortissement est très largement encadré. Pour les biens neufs, il est de 3,5% en cas de loyer intermédiaire, 4,5% pour un loyer social et 5,5% pour un loyer très social. Pour l'ancien, il est de 3% pour un loyer intermédiaire, 3,5% pour le social et 4% pour le très social. Pour calculer le montant d'amortissement déductible annuel, ces taux doivent être appliqués à 80% de la valeur du bien, éventuellement augmentés de celle des travaux pour un bien ancien. Par exemple, pour un bien neuf acquis 200 000 € et loué en vertu d'un loyer social, le calcul se fera comme suit. 80% de 200 000 est égal à 160 000 euros, 3,5% de 160 000 euros est égal à un amortissement forfaitaire annuel de 5 600 euros. En principe donc, plus le prix d'achat est élevé et plus l'amortissement annuel augmente. Mais attention, le dispositif Jeanbrun pose une limite d'amortissement annuel déductible, limite qui n'est pas par bien mais par foyer fiscal. Elle est de 8 000 euros pour un loyer intermédiaire, 10 000 euros pour un loyer social et 12 000 euros pour un loyer très social.
Par ailleurs, en cas d'investissement multiple, le texte de la loi de finances 2026 précise qu'en cas de location multiple à des loyers appartenant à différentes catégories, le plafond de déduction de l'amortissement applicable de 8 000 euros prévu pour la location d'un loyer intermédiaire est majoré de 2 000 ou 4 000 euros lorsqu'au moins 50% des revenus bruts sont issus de logements affectés à la location sociale ou très sociale. Prenons un exemple. Un investisseur acquiert deux biens éligibles au dispositif Jeanbrun, un appartement de 30 mètres carrés à Lyon en zona loué en loyer intermédiaire pour 14,64 euros du mètre carré et un de 60 mètres carrés à Saint-Étienne en zone B2 loué en loyer social pour 8,76 euros du mètre carré. Le bien de Saint-Étienne génère donc 6 307 euros de recettes annuelles contre 5 270 pour celui de Lyon. Les recettes du loyer social représentant plus de 50% du total, le plafond d'amortissement global s'élève donc à 10 000 euros. L'existence de ces taux d'amortissement forfaitaires et surtout de ce plafond d'amortissement annuel déductible constitue, là encore, une différence majeure avec la location meublée au régime réel, pour qui l'amortissement est calculé par composant et ne connaît pas de plafond annuel, même si plusieurs biens sont mis en location. L'avantage structurel du LMNP réside donc dans l'absence de plafond d'amortissement et le calcul individualisé par bien. Ainsi, en cas de détention de plusieurs biens, le loueur en meublé peut déduire plus d'amortissement au global que dans le cadre du dispositif Jeanbrun. De plus, l'absence de plafond pour le meublé permet au loueur de bénéficier d'un amortissement qui reflète la valorisation réelle du bien selon son prix d'achat, qui dépend largement de sa localisation. Les investisseurs dans le cadre du dispositif Jeanbrun devront donc garder à l'esprit que, passé un certain prix d'achat, tout euro supplémentaire déboursé pour l'acquisition ne se traduira pas en un amortissement supplémentaire. Par exemple, pour un bien neuf loué en loyer intermédiaire, passé 285 715 euros à l'achat, l'amortissement n'augmentera plus. Pourquoi cela? Tout simplement parce que 3,5% d'amortissement appliqué à 80% du prix d'achat donne, dans ce cas, un amortissement annuel de 8 000 euros. Si un bien est acheté plus cher, l'amortissement n'augmente plus car il reste plafonné à 8 000 euros. Au contraire, si le bien est loué meublé, le montant d'amortissement déductible reste, en toutes circonstances, proportionnel au prix d'achat, quel qu'il soit. Une autre différence majeure entre le dispositif Jeanbrun et le statut LMNP est la possibilité, en location vide, d'imputer le déficit réalisé sur le revenu global pour réduire l'imposition des loueurs sur leurs autres revenus comme leur salaire, avec une limite annuelle de déficit imputable fixée à 10 700 euros. Il s'agit donc ici d'un avantage pour le dispositif Jeanbrun en location vide, car pour rappel, en meublé, le déficit ne peut être imputé sur les autres revenus du loueur et est simplement reportable. De plus, l'amortissement Jeanbrun peut contribuer à créer ce déficit. Autrement dit, dans la plupart des cas, le dispositif Jeanbrun permet à la fois d'écraser l'impôt sur les revenus de location vide, mais aussi de réduire l'imposition globale. Toutefois, cet avantage doit être nuancé au regard de deux éléments déterminants. En premier lieu, son efficacité est intimement liée à la tranche d'imposition sur laquelle elle permet de réduire le revenu imposable. Imputer un déficit sur des revenus imposés à 11% ou à 41% par exemple ne signifie bien entendu pas le même niveau d'économie pour les loueurs. En second lieu, cette faculté d'utiliser l'amortissement Jeanbrun pour créer un déficit une fois que les revenus de location ont été ramenés à zéro a une autre conséquence, plus insidieuse, celle d'augmenter la part d'amortissement déduit fiscalement pendant l'activité, ce qui augmente donc le montant d'amortissement qui sera réintégré en cas de vente d'un bien loué dans le cadre du dispositif Jeanbrun, car oui, l'amortissement Jeanbrun est concerné par la réintégration de l'amortissement applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances 2025. Prenons le temps de détailler davantage ce point. En location meublée, les dépenses déductibles ont un traitement différent de l'amortissement. En effet, le résultat fiscal se calcule en imputant d'abord les charges déductibles, puis, si le résultat fiscal n'est pas encore ramené à zéro, vient l'amortissement. La conséquence de cet ordre d'imputation est que l'amortissement n'est pas nécessairement utilisé totalement en location meublée, car une fois le résultat à zéro, charges et amortissements sont reportés sur les éventuels bénéfices des années suivantes. Or, seul l'amortissement déduit fiscalement est réintégrable au montant de plus-value en cas de vente, sauf l'amortissement des meubles, qui n'est pas concerné par la réintégration. En location vide, lorsque le résultat fiscal diminué des charges et de l'amortissement produit un résultat négatif, il se crée un déficit foncier qui est imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an. Dans la plupart des cas, le dispositif Jeanbrun permet d'écraser le résultat fiscal, mais également de créer un déficit plus ou moins important selon les situations. Ainsi, l'amortissement généré chaque année a toutes les chances d'être utilisé en totalité, ce qui veut dire qu'en cas d'imposition de la plus-value, le montant d'amortissement réintégrable sera bien plus élevé et pourra, selon la situation, venir contrebalancer fortement l'intérêt fiscal du dispositif Jeanbrun en cas de vente. Pour illustrer cela et en profiter pour résumer le fonctionnement fiscal des dispositifs Jeanbrun et du statut LMNP, prenons l'exemple de deux investisseurs disposant chacun de 35 000 euros de revenus d'activité imposable hors revenus de location
et qui acquièrent tous deux un bien neuf d'une surface de 45 mètres carrés à Bordeaux, en zone A, pour un prix de 204 930 euros, avec 90% du montant de la vente emprunté à un taux de 3%. Le premier loue le logement acquis dans le cadre du dispositif Jeanbrun pour un loyer intermédiaire. Ses recettes annuelles sont donc de 7 906 euros. Les charges déductibles sont estimées à 7 032 euros annuels, tandis que l'amortissement forfaitaire annuel prévu par le dispositif Jeanbrun est de 5 738 euros. Cela permet au loueur de ne pas payer d'impôt sur ses revenus de location vide, mais également de générer un déficit de 4 864 euros, qui lui permet donc de réduire d'autant son revenu global imposable et ainsi d'économiser 1 459 euros supplémentaires, puisque la somme déduite se trouve dans la tranche d'imposition à 30%. Grâce à cela, il génère un cash flow annuel de 1 787 euros. Pour rappel, le cash flow est obtenu en faisant le total des recettes diminuées des dépenses pour le bien et de l'imposition des revenus de location, auxquels on ajoute ensuite l'éventuelle économie d'impôt réalisée en cas d'imputation du déficit. Cette situation, favorable pour le loueur, vient toutefois au prix de la déduction de l'intégralité de son amortissement annuel chaque année. En conséquence, ce montant d'amortissement devient réintégrable en cas de calcul de la plus-value si le bien est vendu ultérieurement. Si la vente intervient par exemple après 15 ans, le montant d'amortissement utilisé par le loueur est donc de 86 070 euros, entièrement réintégrable, somme qui, en tenant compte des abattements pour durée de détention, génère à elle seule un supplément d'imposition de plus-value de 18 935 euros. En conséquence, après 15 ans, l'opération pour le loueur sera positive de 7 870 euros. Le second investisseur loue, quant à lui, en location meublée. Son montant de recette annuelle estimé est de 9 990 euros. Du côté des déductions fiscales, les charges déductibles sont estimées à 7 878 euros annuels et l'amortissement annuel théorique est estimé à 5 943 euros. Tout comme dans le cadre du dispositif Jeanbrun, ces montants de déduction permettent au loueur de ne pas payer d'impôt sur ses revenus de location meublée. En revanche, bien que le montant des déductions dépasse celui des recettes en location meublée, le loueur ne peut imputer l'excédent pour réduire son revenu global imposable. Mais puisque l'amortissement ne peut créer de déficit et que les charges sont imputées avant l'amortissement, le loueur n'utilise finalement que la fraction d'amortissement qui lui permet de ramener son résultat imposable à zéro, soit 2112 euros, qui ne seront d'ailleurs pas réintégrables en totalité, puisqu'une fraction correspond au prix des meubles. Dans cette situation, le loueur génère un cash flow annuel de 2112 euros, même sans avoir la possibilité d'imputer du déficit sur son revenu global. Si une vente intervient à nouveau après 15 ans, le montant d'amortissement utilisé par le loueur n'est donc ici que de 31 680 euros. Somme qui, en tenant compte des abattements pour durée de détention, génère à elle seule un supplément d'imposition de plus-value de 6 970 euros. En conséquence, après 15 ans, l'opération pour le loueur sera positive de 24 710 euros. Bien entendu, lorsque l'on parle de plus-value, il reste important de rappeler que des conditions d'exonération ou d'atténuation existent. Ainsi, pour les investisseurs Jeanbrun et les loueurs en meublé non professionnels, qui relèvent tous deux du régime des plus-values des particuliers, les situations suivantes permettent une exonération de plus-value. Première situation, les cessions à titre gratuit. Par définition, la plus-value n'existe que dans le cas d'une cession à titre onéreux du bien. Puisque les donations et les successions constituent des cessions à titre gratuit, elles ne déclenchent donc pas d'imposition de la plus-value. Les loueurs qui comptent transmettre leur patrimoine à leurs héritiers ou en faire don ne sont donc pas concernés par une quelconque plus-value. Deuxième situation, l'exonération pour vente de la résidence principale. Par principe, la vente de la résidence principale est exonérée de plus-value et cette exonération peut même bénéficier à des biens ayant fait l'objet d'une activité de location. En effet, il n'est pas rare que des loueurs mettent fin à leur activité et aillent habiter dans le bien qu'ils louaient auparavant. C'est ainsi souvent le cas de loueurs qui, une fois leur résidence principale devenue trop grande pour eux après le départ de leurs enfants par exemple, ou souhaitant tout simplement changer de cadre de vie, choisissent d'aller habiter dans un bien qu'ils louaient, souvent plus petit et parfois sur une autre partie du territoire. Dans ce cas, et s'ils y restent suffisamment longtemps afin d'éviter l'abus de droit, le bien auparavant affecté à une activité de location peut être considéré comme leur résidence principale et donc bénéficier de l'exonération de plus-value en cas de vente. Troisième situation, l'exonération pour achat de la résidence principale. Plus méconnu, mais pas nécessairement moins courant, particulièrement au vu de la flambée des prix de l'immobilier dans certaines villes, la vente d'un bien loué pour acquérir sa résidence principale évite également de devoir s'acquitter d'une quelconque plus-value. De plus en plus de loueurs ne sont en effet pas propriétaires de leur résidence principale, mais ont déjà un bien en location. En effet, parce que les prix à l'achat sont trop élevés sur leur lieu de résidence, ou tout simplement parce qu'ils envisagent de changer de lieu de vie dans le futur, certains préfèrent commencer par investir. Or, s'ils souhaitent finalement acheter un bien, ils peuvent alors décider de vendre le bien loué afin de financer cette acquisition et, dans cette situation, ils sont exonérés de plus-value. Attention toutefois aux conditions qui sont strictes, le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant les 4 dernières années
et le produit de la vente doit être utilisé pour acquérir ou faire construire ce qui deviendra sa résidence principale dans les 24 mois qui suivent la vente. De plus, cette exonération n'est possible qu'à la suite de la première vente d'un logement autre qu'une résidence principale et n'est possible qu'une seule fois par propriétaire. Enfin, sans qu'il s'agisse d'un cas d'exonération directe, il est important de rappeler l'existence des abattements pour durée de détention. Le régime de la plus-value des particuliers se caractérise par deux prélèvements obligatoires. L'impôt sur la plus-value, au taux de 19%, et les prélèvements sociaux, au taux de 17,2%. Le montant de prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières des particuliers n'est en effet pas concerné par la hausse de 1,4 point de la CSG prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale 2026. Ce régime prévoit un système d'abattement proportionnel à la durée de détention qui vient minorer la plus-value, et donc l'imposition, plus le bien est détenu longtemps. Pour l'impôt sur la plus-value, l'exonération est acquise à l'issue de 22 ans de détention, l'abattement étant de 6% par an entre la 5e et la 21e année de détention, puis de 4% la 22e année. Du côté des prélèvements sociaux, il est nécessaire d'attendre 30 ans, avec un abattement de 1,65% jusqu'à la 21e année, 1,60% la 22e année, puis 9% par an les années suivantes. À titre de conclusion, voici les 4 points majeurs qu'il est possible de retenir sur le dispositif Jeanbrun. La location meublée génère toujours un cash flow supérieur à la location vide dans le cadre du dispositif Jeanbrun, puisque les loyers meublés n'ont pas besoin d'être plafonnés pour bénéficier de l'amortissement. La rentabilité du Jeanbrun dépend fortement de l'imputation du déficit foncier et du taux marginal d'imposition des lois concernées. Le zonage et le prix d'achat sont déterminants et les meilleurs résultats seront certainement obtenus dans les villes présentant un ratio favorable entre prix d'achat et plafond de loyer. Et enfin, les plafonds du dispositif Jeanbrun limitent la capacité d'investissement, puisque, passé un certain seuil de prix d'achat, les plafonds d'amortissement, de 8 000 à 12 000 euros, et de déficit foncier imputable, 10 700 euros, empêchent les investisseurs de rentabiliser efficacement des biens situés dans les marchés les plus chers. Cet épisode hors série touche à sa fin, et nous espérons qu'il vous aura permis de vous faire une idée claire des différences qui existent à l'heure actuelle entre le dispositif Jeanbrun et le statut LMNP. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous donner votre avis sur ce dispositif. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.